Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous recevoir chez vous ou dans votre lieu de service. Les Belles Lettres, le magazine de Télé Tchad consacré à la littérature tchadienne, a l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui une grande figure de la littérature tchadienne, la Plume d'Or, le grand prix littéraire du Tchad, Dr Ali Abderrahmane Hagar. Avec lui, nous allons nous entretenir autour de son roman intitulé Hadjer Marfaïn ou La montagne de Lienne. Le livre est paru aux éditions Sao en 2008. L'auteur nous y présente donc une séquence de promenade dans la ville de N'Djamena, capitale de la République du Tchad, en compagnie de ses enfants. Et c'est un regard des enfants par rapport aux habitudes, par rapport à tout ce qui se passe dans cette capitale-là. Le livre est un livre de 105 pages qui aborde plusieurs thèmes. Des thèmes d'actualité surtout, la question de vivre ensemble, la question de cohabitation pacifique, la question de tolérance entre les peuples, le peuple donc tchadien. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous faire plaisir de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est partagé. Docteur Ali Abderrahmane Hagar est né le 11 mars 1960 à Abéché. Il a grandi et a fait ses études primaires et secondaires dans cette ville, capitale de la province du Ouaddaï. Il fréquente l'école coranique, puis l'école française. Il s'est abreuvé à la bibliothèque de la mission catholique d'Abéché. En 1977, il s'inscrit au lycée Félix Eboué de N'Djamena. Les événements malheureux qu'a connu le Tchad de 1979 à 80 l'obligent à aller se réfugier à Bangui en République centrafricaine, où il va obtenir son baccalauréat en 1981. Il publie son premier recueil de poèmes intitulé Exode et refuge. De retour au Tchad, il enseigne comme vacataire au lycée Félix Eboué de 81 à 82. Il publie les pièces de théâtre suivantes: Je veux la paix, Tribalisme au diable, Être le beau-frère du ministre, Sauve ton peuple, Moussa Begoto ou Le drame d'un fonctionnaire. En 1982, il s'envole pour la Russie, d'où il obtiendra un doctorat en planification de l'économie nationale. En 1997, il obtient un brevet en administration publique à l'ENA de France. Dr Ali Abderrahmane Hagar a occupé plusieurs fonctions telles que secrétaire général de la présidence de la République, administrateur de la SONASUD, recteur de l'université de N'Djamena, entre autres. Il a encore publié plusieurs œuvres littéraires, parmi lesquelles Le mendiant de l'espoir, Le prix du rêve, Hadjer Marfaïn ou La montagne de Lienne, le livre autour duquel nous allons nous entretenir tout à l'heure, et demain le Tchad verbatim, éloge de l'amitié fraternelle. En plus d'être le promoteur de l'université privée Hek-Tchad, Dr Ali Abderrahmane Hagar est commandeur de l'ordre du mérite tchadien et chevalier de l'ordre français des palmes académiques. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans cette œuvre? Nous allons le découvrir donc tout de suite. La montagne de Lienne, cette phrase nominale du titre du roman revient fréquemment. Elle est tantôt, on la lit tantôt comme un lieu de malheur, tantôt un lieu que votre imagination charge un peu d'ironie. Qu'est-ce en fait Hadjer Marfaïn ou La montagne de Lienne? Est-ce l'allégorie d'une société inédite ou alors c'est vraiment cette colline figurant sur la carte du Tchad? Et pourquoi vous a-t-elle tant intéressé? Hadjer Marfaïn m'a intéressé pour une raison très simple. C'est d'abord une zone écologiquement viable en termes de tourisme. Hadjer Marfaïn, en fait, c'est une région où il y avait à l'époque des autruches, des girafes, des hyènes. Naturellement, quand il y a les girafes, il y a toujours des hyènes. Mais c'était une nature très harmonieuse. Mais mon imaginaire a été attiré par cette montagne parce qu'en 2006, 7, 8, les Tchadiens ont utilisé cette région pour s'entretuer. Des personnes à moi proches étaient mortes à ces niveaux-là. Et j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui a eu à assister au combat de Hadjer Marfaïn.
J'ai aussi suivi le reportage d'un de vos collègues de la télévision tchadienne, M. Brahim. Et je ne peux que immortaliser Adjar Marfaïn dans l'imaginaire et par l'écriture. Et plutôt que des Tchadiens en train d'organiser des excursions à des touristes qui viendraient voir la montagne, sa beauté, les animaux, comme on le fait aujourd'hui du parc de Zakouma, nous avons utilisé une région pour d'autres fins, pour assouvir certaines pulsions humaines. Il ne faudrait pas que Adjar Marfaïn devienne un tombeau à ciel ouvert où on n'a même pas le temps d'ensevelir le corps des hommes qui devrait être plutôt valide ailleurs que sous la terre. Voilà, c'était comme ça. Le roman raconte-t-il votre autobiographie ou doit-on le lire simplement comme un roman écrit à la première personne? Ce roman, je l'ai écrit en 3 jours. En 3 jours. Je m'étais dit non, il faut que j'écrive. Et puis je l'ai écrit après le passage des rebelles en N'Djamena le 2 février 2008. Une folie s'est emparée de tous les Tchadiens. J'ai sorti mes enfants parce que pratiquement tous mes voisins étaient partis à Kousséri. Nous étions restés 2 ou 3 cases, concession. Mes enfants ont perdu leur ami parce que mes enfants jouent au football avec leurs amis du quartier en pleine rue. Et on s'est entendu avec nos voisins, avec tous les voisins, pour qu'à partir de 17h, qu'on laisse les enfants jouer dans la rue. Parce que moi, je pars du principe, moi j'ai eu une enfance pareille. Un enfant qui est tout le temps à l'intérieur, à l'européenne, risque d'être peureux, entre parenthèses. Donc, mes enfants ont perdu plein de petits amis comme ça qui sont partis avec leurs parents. Et mon fils a perdu un de ses meilleurs amis qui s'appelle d'ailleurs Eto, le meilleur dribbleur du quartier. Et l'histoire est partie de là. J'ai pris mes enfants, on a fait le tour de la ville. Mes enfants me demandent où sont partis les voisins. Ils sont partis parce qu'il faut qu'ils se réfugient. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi les gens font la guerre, papa? C'est des questions extraordinaires. Et on a le choix de répondre ou sincèrement et donc faire peur aux enfants, ou mentir aux enfants et donc perpétuer la bêtise des adultes. J'ai essayé d'utiliser une pédagogie pour dire aux enfants, la guerre c'est ça, il y a des causes, etc., etc. Et donc quand on a fait le tour de la ville, je leur ai aussi fait découvrir la capitale de leur pays. Bon, c'est vrai, avec mes enfants, moi j'ai l'habitude d'aller à Moursal chez Gali, dont les enfants sont les amis des miens, n'est-ce pas? Mes filles ont étudié avec les enfants de Gali. Je fais un tour chez d'autres amis, etc. Et ils se sont rendus compte que la ville était dans un état. Voilà, il fallait écrire. Et je l'ai écrit très rapidement. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai écrit ce livre-là comme on écrit une lettre à un ami. Et je m'étais inspiré d'ailleurs d'une si longue lettre. Ah oui, de Mariam Abba. Il fallait écrire quelque chose pour dire que la guerre, quel que soit ce qu'on dirait de la guerre, c'est une bêtise. Les marxistes disent que la violence est un carburant de l'histoire. Mais mis de côté toutes les idéologies, la guerre c'est la violence et la violence c'est une bêtise. Bien. Le narrateur fait un usage abusif de l'oxymore qui est une figure de style qui associe des mots contraires. Je prends quelques exemples au hasard. Vous dites on peut être intelligent toute sa vie et stupide un instant. Un autre exemple, en haut c'est le ciel, en bas c'est la terre. Autre exemple, l'égalité est horizontale, l'injustice, elle, est verticale. Dernier exemple, la richesse des pauvres, la pauvreté des riches. Que cachez-vous derrière ce vocabulaire des oppositions catégorielles? Bon, j'appartiens à une génération qui s'est abreuvée dans la littérature africaine. Et nous, on a été fortement marqués par Amadou Hampâté-Bâ, Djibril Niane Tamsir, ou encore Ferdinand Oyono. Et donc, vous savez, la littérature africaine a ceci de particulier, c'est qu'elle associe les contraires. Ça, c'est la force justement même de l'Africain. Nous sommes tous parents, et les parents se font la guerre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand un Européen vous dit que vous êtes mon frère, il n'y a pas de guerre. Nous sommes des cousins, et on se casse la gueule, excusez-moi l'expression.
Donc c'est peut-être dire qu'il faut ouvrir les yeux sur nos contradictions en étant moins hypocrites. Et les violences que nous avons vécues et que nous connaissons ont des causes. Et il faut aller à ces causes-là. Il faut aller à ces causes-là. L'avantage pour nous autres qui écrivons, c'est que nous pouvons au moins dire ce que nous pensons sur le papier. Parce que, je me dis souvent, le papier est très patient. Parce qu'il reçoit beaucoup. Tout le défoulement de l'artiste est reçu par le papier. Mais le papier ne fait jamais la grimace. Imaginez un peu un père ou une mère ou un frère ou un grand frère qui reçoit tous les jours toutes ces plaintes, toutes ces complaintes. Il va vous dire, écoutez, foutez-moi le camp. Mais le papier vous reçoit, il vous accueille. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et moi, j'ai toujours, je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression que c'est plus facile d'être bon, c'est plus facile de comprendre, c'est plus facile d'aimer que de haïr, que de se compliquer la vie, parce qu'il y a des gens, franchement, qui se compliquent la vie tellement qu'ils deviennent prisonniers de leur propre façon de vivre. Et au Tchad, et là c'est l'économiste qui revient en moi, nous sommes 16 millions, 15 millions, 20 millions. En 2050, on sera 30, 40 millions. Écoutez, ce n'est même pas la ville du Caire. Donc, soyons assez intelligents pour comprendre que 1 284 000 km², en termes de démographie, ça peut contenir 1 milliard de personnes. Si ceux qui décident le comprennent, il sera très facile de vivre ici. Et je le dis avec plein de conviction, avec une touche de larmes dans les yeux. Comme ils disent que les Tchadiens ne peuvent pas vivre dans ce pays-là. Moi, ça me fait mal. Vraiment. Alors, plusieurs passages du roman sont réservés à la vision, sinon à la perception du monde par vos enfants. Si leurs avis rapportés par vous ne sont pas plus ou moins romancés, ça donne lieu à réfléchir. Il y a de quoi se méfier de ces petits yeux qui nous regardent. On a comme l'impression qu'ils sont des spectateurs, mais en réalité, ils ont un droit de regard dans tout ce que nous, adultes, faisons. Oui, oui, les enfants, c'est ça. Lorsque nous avions perdu le président Idriss Déby, moi, mes enfants m'ont posé tellement de questions. Tellement de questions. Parce qu'ils écoutent nos chuchotements. Et nous, on a l'impression qu'eux, ils n'écoutent pas. Parce que c'est les plus grands espions, positivement parlant, de la société humaine. Ils sont au courant de beaucoup de choses. La force de l'enfant, c'est que lui, il oublie vite. Il pardonne aussi vite. Vous appelez votre enfant, vous le giflez, il pleure, 2 minutes après, il revient, papa, maman. Cette force, nous les adultes, on ne l'a pas. Pour un petit regard, c'est toute une semaine de rancœur. Si je le trouve, je veux lui rendre, etc., etc. Nous ne savons ni pardonner, ni oublier, nous les adultes. C'est curieux. C'est en grandissant qu'on perd un peu nos valeurs. On perd beaucoup de qualités. D'ailleurs, un très grand peintre, Goya, qui disait que si on lui demandait ce qu'il veut dans la vie, c'est de rester tout le temps enfant. Au moins là, il peut oublier, n'est pas tout le temps... voilà. En grandissant, nous perdons l'enfance, et en perdant l'enfance, nous perdons beaucoup de qualités. Moi, je crois qu'il faut revenir à cela. Et quand nos enfants nous posent des questions, parlons-leur de leur pays, du Tchad. Le soleil est fortement personnifié à la page 8 et 14, et le narrateur annonce même sa mort, donc son extinction définitive. Je vais lire un petit peu un exemple. Le soleil est un être vivant, et comme tel, il a besoin de s'alimenter. De quoi? Mais de la sueur salée de l'effort des humains. Il aime prendre son breakfast comme tout le monde. Une soupe d'aileron de requin, un croissant de lune au chocolat ivoirien, un verre de lait pique, une tasse de café turc et surtout du fromage, la vache qui pleure, parce que celle qui rit a été égorgée et rendue en offrande au sommet de la montagne de Lienne. Ici encore, c'est métaphore ou c'est prophétie? C'est le soleil, c'est le chef. Le soleil, c'est le roi. Il y a même des rois qui se sont donnés fils du soleil. Il y a des rois qui sont appelés rois soleil.
L'un des plus grands d'ailleurs, Louis XIV. C'est de la prétention humaine. C'est comme dit l'Ecclésiaste, c'est vanité de vanité. Donc tout soleil est mortel, même le soleil là, est mortel parce que les physiciens disent, les astrophysiciens disent que le soleil est une boule de feu allumée il y a quelques milliards d'années et elle est en train de... Ah oui, le soleil dans 4 milliards d'années, d'après les recherches scientifiques de la NASA, finira par s'éteindre. Or, les livres saints ont déjà prévu l'apocalypse. Ils n'ont pas été faire des recherches dans les laboratoires en astrophysique, mais il y a 2000 ans, c'est écrit dans la Bible. Il y a 1500 ans, c'est écrit dans le Coran. Apocalypse, pas de soleil. Aujourd'hui, scientifiquement, c'est démontré. Un jour, ça va s'éteindre. Mais je crois que dans 4 milliards d'années, le Tchad sera encore là. Et c'est ça qui est super. Alors, l'une de vos phrases caractéristiques qui sonne comme une maxime est celle-ci. Ne changeons pas de pays, changeons le pays. Comment cette idée vous est-elle venue à l'esprit? C'est que le 2 février, et ça je vais être sincère, le 2 février, le Tchadien avait un choix, aller au village ou aller à Kousséri. Mais ceux qui ont la possibilité d'aller ailleurs qu'en Afrique sont partis à la base. Donc, changeons le pays, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas à aller ni au village, ni à Kousséri, ni à la base. C'est plus facile de changer de pays. Tu prends un passeport, tu te fais un visa, et puis tu t'en vas. Mais moi, je dis souvent à quelques amis, si ceux chez qui vous partez n'ont pas changé leur pays, viendrez-vous chez eux? Pourquoi ne pas faire l'inverse, faire en sorte que ce soit les Français qui viennent au Tchad? C'est plus facile de dire, oh, la France est tranquille, l'Amérique c'est tranquille, mais c'est les Américains qui ont transformé la France. Et toi, tu profites des autres. Non, fais en sorte que les autres aussi profitent de toi. Je suis content que monsieur le professeur Brunet a demandé la nationalité tchadienne parce que le Tchad est pour lui un espace de recherche tel que le durable l'intéresse plus que les rues de Paris. Il a demandé d'être tchadien, on lui a fait un passeport, il est maintenant tchadien. Mais nous, on demande d'aller en France, il y a quoi là-bas? Si le pronom de la première personne désigne donc l'auteur-narrateur, donc vous, docteur Ali, la majeure partie du dialogue se passe entre vous et vos enfants. Mais cependant, il existe des séquences de dialogue intercalées où votre interlocuteur reste anonyme. Qui est cet inconnu ou cet innommable? Bon, je suis un peu tributaire, héritier peut-être un peu aussi, de la littérature russe. J'aime beaucoup Dostoïevski. Et la littérature russe, c'est la littérature de la métaphore. Et le double est fortement recommandé dans la littérature russe. En chaque personne, il y a deux. Il y a un que les gens connaissent, etc., qui est quelquefois aussi hypocrite. Et puis il y a un intérieur qui ne vous ment jamais. C'est cet intérieur-là, écoutez, quand vous faites quelque chose de mauvais, même si vous êtes l'homme le plus méchant de la terre, lorsque vous rentrez chez vous, votre double vous dit, mais vous avez été vache. C'est ça là que je... D'ailleurs, ce double-là, on le retrouve dans le Mendiant de l'espoir, on le retrouve dans Éloge. Et c'est ça qui est intéressant, cher ami, c'est que notre double est bon. Le double de l'humain est bon. Le loup est souvent une carapace. Il y a des gens qui se donnent un air de dur. Quand vous circulez dans la rue, beaucoup de Tchadiens regardent méchamment parce qu'ils veulent que les gens les respectent, etc. Mais au fond, c'est des agneaux qui s'ignorent. Nous sommes ainsi. Alors, par métaphore, vous faites aussi, à la page 55 de votre ouvrage, de l'ignorance, une herbe sauvage, vénéneuse, une maladie qui mérite un vaccin. Je vais lire un petit peu. L'ignorance est une maladie, la pire de toutes les maladies. L'ignorance doit être combattue comme on combat grâce aux campagnes de vaccination, la poliomyélite, la rougeole, qui sont des fléaux. Il est grand temps de mettre en place un vrai vaccin contre l'ignorance, en commençant par vacciner les adultes en charge de l'éducation des enfants, les marabouts du quartier, les maîtres communautaires des villages, en passant par les chefs de canton et de villages plus nombreux que les maîtres et les infirmiers. Expliquez-nous un peu. Oui. Il y a un grand soufiste que j'aime également beaucoup, c'est Imam Al-Ghazali. Il écrit beaucoup
Et il fait partie de ce que les gens appellent l'âge d'or de l'islam. Chez l'imam Al-Ghazali, il y a 3 choses qui sont intimement liées. L'ignorance, elle conduit à la pauvreté conduit à la violence. Donc si vous voulez arrêter la violence et la pauvreté, vaccinez contre l'ignorance. Lorsque vous allez par exemple dans les rues de Londres, l'anglais est tellement cultivé qu'il n'y a même pas de klaxon. Parce que chaque anglais connaît son droit et son devoir. Aucun anglais ne klaxonne à un anglais, parce que l'anglais qui vient dans la voiture sait que celui qui va devant ne va pas rentrer dans son droit. Mais regardez le nombre de klaxons. En Belgique, moi je ne veux pas me moquer du Tchad, parce que c'est mon pays, et nous ne sommes pas les seuls nerveux de la terre. Vous allez dans certains pays, le klaxon est un indicateur de comportement sentimental. Donc, beaucoup d'adultes envoient les enfants à l'école et refusent eux d'aller à l'école. C'est pourquoi beaucoup de pédagogues, comme Feu Abdraman Koko, a toujours milité pour que l'on crée ce qu'on appelle l'éducation fonctionnelle. Réformer, requalifier, renforcer les adultes. Je crois que nous sommes actuellement l'une des rares villes du monde où le soir les gens passent leur temps à causer. Allez-y juste ici au Cameroun. Les gens soit sont en train de faire du sport, soit en train d'apprendre l'anglais, le chinois, l'arabe, je ne sais pas moi, il y a des gens qui font le sport. Et j'aimerais que l'école devienne une seconde nature. Nous demandons de lire cela pour nous à la page 58. Le vrai demain, le demain sans haine, le demain de paix et d'amour, d'amitié et de joie. Ce demain-là doit se construire aujourd'hui. Sa fondation, si nous la voulons solide et capable de supporter le fait de tous les gratte-ciel de l'espérance, doit être creusée profondément dans le petit cœur des enfants. Nous devons apprendre aux enfants le respect de la différence, les aider à comprendre ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, la raison. Nous devons donner aux enfants l'entière possibilité de vivre ensemble dans le respect de leurs différences, pas de leurs conditions, en leur faisant découvrir leur variété, leur diversité qui n'est nullement une adversité mais une richesse. Cet apprentissage doit être mené partout, à la maison, dans la rue, mais surtout à l'école où doivent être détruites toutes les forges des préjugés. Les enfants doivent être élevés et éduqués dans la conviction qu'il n'y a pas des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, que le cœur d'un forgeron peut être greffé dans la poitrine d'un roi, que le rein d'une fille peut sauver un garçon, que le sang d'un noir peut circuler dans les veines d'un blanc, d'un métis de coréen, que le cœur de la reine Elisabeth peut battre dans la poitrine de Myriam Makeba, que le prince de Monaco peut fredonner Malaika Nakokobe Malaika, que le roi Abdallah prie à même le sol, que les papes sont des humains, que les hommes sont mortels. Ouf, que des choses à apprendre à nos enfants pour les rendre dignes de l'humanité. Merci beaucoup, docteur. Merci, cher ami. Voilà. Fidèles téléspectateurs, c'est donc sur ces belles paroles qui invitent les Tchadiens, musulmans, chrétiens, animistes et même athées à se donner la main, à s'aimer, que se termine ce numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que ces belles paroles sont à lire dans le livre de Dr Ali Abdraman Agar, intitulé Hadjar Marfaïn ou la montagne de Lien. Le livre est paru aux éditions Sao en 2008. Fidèles téléspectateurs, merci donc de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.